Bonsoir à toutes et à tous. Comme la semaine dernière, je suis ravie pour ceux qui étaient déjà là que vous soyez revenus. Je sais que cette journée était un peu troublée. Il y avait du beau monde, entre guillemets, au Collège de France. Donc, voilà. En tout cas, vous êtes restés. Alors, pendant sa présentation, le Collège a parlé d'un laboratoire d'excellence qui faisait la fierté de la France. Et j'en profite pour dire qu'en fait, cette présentation est aussi le fruit d'une recherche qui a été cofinancée par HRC, qui est Art and Humanity Research Council, qui est britannique, et l'ABEX, Laboratoire d'Excellence. Donc, ils ont les deux centres se sont mis ensemble pour financer 5 projets. Et ce projet, enfin cette recherche fait partie de l'un des 5. Donc j'étais très contente que les Français, en tout cas que la France finance quelque chose qui ne concerne pas nécessairement la France, mais plutôt le Pays de Galles, quoi. Alors, commençons. On a tendance à éviter de lier la question de l'immigration africaine vers l'Europe au passé colonial européen. Les chercheurs savent que les liens entre les deux histoires sont très forts, mais bon, le grand public moins. L'histoire de la présence britannique ou française en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie en général, sont pourtant importantes si l'on veut comprendre l'Europe et en particulier la Grande-Bretagne aujourd'hui. Une des choses assez intéressantes d'ailleurs pendant la présentation aujourd'hui, c'est que les intervenants parlaient de 3 grands blocs, donc la Chine, l'Europe et les États-Unis. Et enfin, ça fait sens probablement économiquement, mais je trouvais ça un peu difficile à digérer parce qu'il y avait le reste du monde. Mais bon, ça, c'est une petite remarque. Alors, ce sont des histoires qui lient le passé colonial de la nation dans son ensemble et l'impact que la traite transatlantique de captifs africains a eu sur des questions telles que citoyenneté, formation d'une ou des identités britanniques. 2 autres points sont essentiels dans le débat sur cette histoire coloniale et postcoloniale que certains appellent histoire néocoloniale. Le premier point concerne l'héritage économique de l'esclavage. Et le deuxième point concerne les outils, mécanismes, décisions politiques, etc., utilisés pour redéfinir le rôle de la Grande-Bretagne dans le monde et dans l'Union européenne en particulier. Bon, la Grande-Bretagne est sortie, j'en parlerai plus tard parce que ça a aussi été évoqué pendant la présentation. Alors en 2010, le secrétaire à l'éducation et député conservateur Michael Gove déplorait le fait qu'on n'enseignait pas aux enfants, entre guillemets, l'histoire de l'île. The Island Story. En octobre 2013, la secrétaire britannique à la culture, Maria Miller, annonce que le gouvernement du Premier ministre à l'époque, David Cameron, prévoit d'allouer 10 millions de livres sterling à des projets axés sur le caractère unique de l'histoire britannique. Cette déclaration a déclenché une controverse sur l'écriture ou la réécriture plutôt d'une histoire centrée sur les événements concernant uniquement la Grande-Bretagne, presque intramuros, sans faire des ponts avec le monde extérieur. En arrière-plan, cette histoire resserrée renvoyait, pour certains, au temps où la Grande-Bretagne n'était pas aussi peuplée de communautés diverses. En 2014, les élections législatives en Grande-Bretagne ont vu une montée importante du parti d'extrême droite, UKIP, qui s'est reformé maintenant, qui s'appelle Reform Party. Un parti politique qui a activement œuvré pour obtenir le soutien de la population britannique afin de pousser le gouvernement britannique à choisir une date concernant le référendum sur le retrait de l'Union européenne. La position nationaliste et l'agenda anti-européen de UKIP, ainsi que des relents xénophobes, semblaient séduire une partie importante de la population. Le parti a obtenu des sièges au Parlement. Alors, souvent pour les Français, c'était assez incompréhensible, mais je vais aussi expliquer pourquoi. L'euroscepticisme ou scepticisme notoire de la Grande-Bretagne nous disaient certains députés anti-Europe, remonterait à l'époque du Premier ministre Margaret Thatcher.
En fait, c'est le discours de Bruges de Thatcher en 1988 qui semblait avoir retenu l'attention de certains. Ce discours préconisait une intégration européenne plus réduite plutôt que d'encourager d'autres pays européens à rejoindre l'Union. Et Thatcher s'est battue pour que la Grande-Bretagne rejoigne la communauté européenne en 1973. En 1975, elle est dans le parti de l'opposition et fait campagne pour que le Royaume-Uni rejoigne le marché commun. Elle arrive au pouvoir en 1979 et continue son approche. Pourtant, dans l'imaginaire actuel, et surtout pendant la campagne du Brexit, ces points de vue sont utilisés à la fois par ceux qui sont pour et contre l'Union. Elles, comme Churchill, sont devenues des symboles d'une Grande-Bretagne libre, y compris du joug européen. Histoire et mythes fabriqués se confondent. Toujours est-il que la Grande-Bretagne vote pour sortir de l'Union en 2016. Pourtant, la question continue aujourd'hui d'être débattue dans l'espace public comme une douleur collective ou une plaie qui a du mal à se cicatriser. Et c'est assez extraordinaire pour moi parce qu'en France, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas tellement. En Grande-Bretagne, on en entend parler, pas nécessairement tous les jours, mais enfin, c'est une question qui revient constamment. Donc, on n'a pas encore fait le deuil du Brexit, apparemment. Alors, est-ce que c'est celle-là ? Revenons au fameux référendum. Avant de quitter son poste de Premier ministre à la suite des résultats du référendum de juin 2016, Cameron a fait un pas important vers la Jamaïque, une nation qui peut raconter plus d'une histoire sur l'implication britannique dans l'Empire à travers la traite transatlantique. Lors de son séjour en Jamaïque, Cameron a refusé de parler de la question essentielle. Quand je dis essentielle, c'est-à-dire qu'elle est au sein des conversations, mais il a quand même refusé d'en parler. La question essentielle des réparations, de l'histoire pas seulement des réparations, mais l'histoire de l'esclavage, qui était déjà débattue de façon virulente dans la Caraïbe, et a conseillé aux Jamaïcains, et je cite, de passer à autre chose. Bon, rappelons quand même que Cameron et surtout son épouse sont tous les deux descendants de propriétaires de plantations dont les ancêtres ont reçu des millions du gouvernement pour la perte de leurs personnes esclavisées, incluses au XIXe siècle, c'est-à-dire qu'ils ont été compensés pour la perte de leurs biens. Et la somme qu'ont reçue tous les planteurs en 1837 était à 20 millions, c'est-à-dire aujourd'hui, ce serait 17 milliards. Donc, Cameron annonce à la Grande-Bretagne, annonce que, en Jamaïque, c'est un peu le discours Sarkozy à Dakar, quoi. Il dit qu'il va offrir 25 millions de livres sterling pour aider à construire une nouvelle prison en Jamaïque. Il ajoute qu'un montant supplémentaire de 300 millions de livres sterling devrait être utilisé comme fonds pour des projets de développement dans la Caraïbe. Il dit que le projet, l'argent pourrait être utilisé pour construire des ponts et des routes. Il n'a pas rajouté les hôpitaux. Ceci, bien sûr, n'est pas sans nous rappeler les fameux hôpitaux, ponts et routes construits il y a des siècles par les colons en Afrique, aux Amériques et en Asie, souvent utilisés comme raison ou justification à la colonisation européenne, ces fameux bienfaits de la colonisation. Ces clichés coloniaux avaient pourtant bien été utilisés par Kadhafi en 2010, lorsque, désireux de moderniser la Libye, vous allez voir le lien, moderniser la Libye, il va menacer l'Europe en disant que l'Europe devrait devrait lui verser une somme importante si elle veut qu'il continue d'empêcher une immigration venue du Sud. Je reviendrai sur ce point un peu plus loin. Je voulais d'abord juste poser les jalons de cette discussion sur la question migratoire, le passé colonial britannique et les histoires autour du terme Méditerranée noire. Je vais montrer que ces histoires ont aussi des liens avec la place que la Grande-Bretagne a choisi d'occuper en Europe. Je rajoute que le désir de jouer un rôle de leader en Europe sont des points tout aussi importants, même si je ne vais pas nécessairement les développer ici. Beaucoup de choses ont été écrites sur la relation entre les positions du gouvernement britannique sur l'Europe et la place qu'elle a eue ou aurait dû avoir au sein des institutions européennes. Beaucoup de raisons ont été données pour expliquer pourquoi le référendum britannique se termine par un vote non, ou sortir. Parmi ces nombreuses raisons,
En fait, j'ai enlevé tout un pan. Je voulais vous expliquer les différences au niveau de l'éducation, le fait que moi, j'ai appris la place que la France a dans l'Europe et l'école devient en fait un outil de socialisation et pourquoi on se sent européen à cause de l'école. En Grande-Bretagne, j'ai été enseignante de secondaire, de primaire, de secondaire aussi là-bas. On n'enseigne pas aux enfants tout ça. Enfin bon, j'ai enlevé parce que c'était assez long, mais je vais vous donner la deuxième raison. Alors, des choses qui ont été... Alors, l'une des raisons, et souvent la plus commune, est le discours incendiaire contre l'immigration venue du Sud. Alors, vous avez cette affiche, et je vous en parlerai plus tard. Donc, des choses qui ont contribué à la sortie, c'est notamment la peur de l'autre et l'autre, c'est-à-dire l'autre à la peau bronzée, mais aussi l'autre en particulier de confession musulmane. La peur d'une immigration venue de Syrie au moment même où le gouvernement britannique se bat contre le gouvernement Assad. Le chaos créé en Libye contribue aussi à une immigration venue du Sud, chaos exacerbé et même, selon certains, créé par l'intervention britannique. Je ne sais pas si vous vous souvenez que quand le gouvernement de Kadhafi tombe, vraiment par accident, bizarrement, on retrouve des militaires très très tôt britanniques, alors que personne ne sait vraiment ce qui est en train de se passer. Donc ils avaient déjà été envoyés. Eh bien, ce ne sont pas seulement les Britanniques, la présence française, l'intervention américaine en Libye. Je vous donne quelques éléments qui, j'espère, aideront à comprendre le contexte. En 2008, une traite de coopération est signée entre la Libye et l'Italie. La Libye s'engage à contenir une immigration africaine vers l'Europe, et l'Italie en particulier. Le gouvernement de Kadhafi est secoué par une opposition forte qui semble être protégée par les Européens, on ne sait pas lesquels. En 2010, 2 ans plus tard, Kadhafi menace donc l'Europe en disant qu'il va ouvrir les vannes et laisser l'Europe devenir, je cite, « noire », si l'Europe ne lui verse pas 5 milliards d'euros. Les Européens, surtout la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, profitent de ces troubles pour encourager la chute de Kadhafi. Bon, encourager, il y a différentes manières d'encourager, mais en 2011, le Parlement britannique sort un rapport qui accuse David Cameron de ne pas avoir compris qu'un changement de régime politique n'avait pas besoin d'une intervention militaire. Donc il y a bien eu une intervention militaire. Et que les choses auraient pu mieux se passer si les Britanniques étaient restés et avaient attendu. Toujours est-il qu'entre l'immigration qui passe par la Libye, les vagues migratoires venues de Syrie, le discours sur une soi-disant invasion du Sud promue par les journaux populaires britanniques, tout cela alimente des discours xénophobes, islamophobes et anti-noirs de l'extrême droite et d'une partie de la droite britannique. Tout cela conduit à un vote largement anti-étranger, anti-Europe, anti-Afrique et Moyen-Orient en 2016. Le Brexit n'est pas simplement un rejet de l'Europe, mais un rejet car l'Europe n'arrive pas, nous disent les pro-Brexit, à empêcher les immigrés d'entrer. L'Europe de Margaret Thatcher, cette Europe qui, soi-disant, n'aurait jamais dû accepter les pays de l'Est peu développés économiquement, et donc ramenant des populations en Grande-Bretagne, une population qui accepte d'être moins bien payée que les Britanniques. Donc il y a tout qui se mélange là avec le rejet de tout ce qui est européen. Je voudrais cependant montrer que cette Europe, cette histoire ne commence pas dans les années 2010. Les bases de ce rejet ont été posées bien avant. Donc cette recherche dont je vous parle, la recherche sur la Méditerranée noire, a pris pour point de départ la question migratoire. Mais en fait, la recherche sur la Méditerranée est bien connue des chercheurs, notamment du Collège de France. Mais il est tout de même important que je vous donne quelques éléments de réflexion afin de placer ce travail dans un contexte plus large, mais aussi dans une historiographie multidisciplinaire. La Méditerranée en tant que concept est devenue un objet de recherche intense au XIXe siècle pour les chercheurs européens travaillant sur l'histoire économique, sur la géographie, l'histoire coloniale, etc. Nous avons hérité des fruits de ces recherches datant de cette époque coloniale.
En fait, les discours sur la Méditerranée oscillent parfois entre partenariats commerciaux, avancées technologiques, récits de découverte et de conquête, comme l'a montré Blondin, migration et exploration, ou plus simplement des mouvements de voyage du nord de l'Europe vers l'Afrique, Orden. Alors, l'exploration des flux migratoires massifs des pays du Sud vers les villes européennes a principalement émergé à la fin du XXe siècle. Les guerres mondiales et les mouvements migratoires après la décolonisation ont fait l'objet de vastes études. La Méditerranée est restée un concept clé dans ces recherches. La fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle ont été marqués par une exploration plus détaillée des mouvements migratoires en relation avec la Méditerranée. Le concept de la Méditerranée a continué d'être exploré, donc c'est vraiment un vaste champ de recherche. Alors, le terme très récent, Méditerranée noire, Black Mediterranean, qui a été traduit par Méditerranée noire, a été inventé par Alexandra Di Maio, une chercheuse italienne, lors d'une conférence sur Black Italia, l'Italie noire, en 2014. Et elle faisait référence au Black Atlantic, l'Atlantique noir, livre et terme développé par le chercheur britannique Paul Gilroy en 1993. La culture, alors pour Gilroy, la culture née des cendres de l'histoire de la traite serait une culture hybride qui a pourtant des marqueurs communs. Donc le terme Méditerranée noire est donc un miroir qui renvoie à des cultures nées de cette histoire basée sur un passé colonial victorieux pour certains, douloureux pour d'autres, mais en tout cas un passé commun. Il s'agirait donc d'un dialogue qui a commencé il y a des siècles et qui a donné lieu à des transformations identitaires et des perceptions nouvelles. De Gilroy à Di Maio, l'articulation de la violence et de la survie qui est au cœur de l'histoire des migrations forcées offre un contre-discours à la littérature sur les bénéfices des conquêtes coloniales. Le terme déplace légèrement notre vision d'un récit eurocentré de la Méditerranée vers les habitants du Sud global en tant qu'acteurs importants de l'histoire mondiale. Le concept fait remonter à la surface des histoires et des micro-histoires humaines et offre aussi des opportunités, des occasions métaphoriques, intellectuelles, pratiques, de nous plonger dans les expériences humaines parfois douloureuses, mais toujours enrichissantes. Cependant, le rapprochement des mots « noir » et « Méditerranée » a ouvert la porte à de nouvelles interprétations qui remettent en question le discours hégémonique et triomphaliste du XIXe siècle sur ces conquêtes justes et justifiées. Le terme « Méditerranée noire » comporte cependant ses propres limites et soulève des questions sur les frontières géographiques, historiques, méthodologiques, etc. Comment est-ce qu'on peut transcender une longue histoire de commerce qui a abouti à l'appropriation de terres, à l'asservissement des populations, tout en tentant de réévaluer de manière critique les grands récits européens? En d'autres termes, pourquoi réutiliser Méditerranée, sachant ce que ça porte déjà, même si on rajoute Méditerranée noire? Alors, des défis similaires apparaissent lorsqu'on tente de relier le passé et le présent. En examinant le débat actuel sur divers mouvements, on est toujours un peu prisonnier de son cadre d'une manière ou d'une autre. Jusqu'à quel point peut-on vraiment pousser les limites de la décolonisation intellectuelle, comme cela a été noté par Ngugi? Alors, peut-on vraiment décoloniser, repenser la Méditerranée? Méditerranée, lieu ou milieu, pour employer le terme de Maurice Alvax, donc milieu où se forment aussi des mémoires collectives. J'ai choisi pour ce faire d'analyser la question de l'immigration du sud vers le nord en explorant des récits de déplacement, d'intégration, de racisme institutionnalisé, de violence médiatique, et je voulais vous montrer ça parce que c'est quand même assez fort. C'est, oui, Méditerranée au pluriel. Est-ce que c'est là? Voilà. C'est difficile peut-être d'expliquer. Les journaux populaires en Grande-Bretagne ont un pouvoir politique immense. Je crois qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent en France. C'est un pouvoir médiatique politique, c'est un pouvoir aussi... Le débat sur le Brexit était basé sur ces conversations sur les journaux populaires. Ça ne veut pas dire que ce sont des populations plus modestes uniquement qui lisent ces journaux populaires. C'est tout le monde qui les lit parce que c'est un peu comme les journaux à scandale, mais
avec des informations aussi intéressantes. Donc, c'est assez intéressant, quoi. Alors, comprendre la Méditerranée noire dans son contexte passé passe aussi par un examen plus approfondi du contexte historique dans lequel est née la Méditerranée de Fernand Braudel, les récits de la Méditerranée noire en action. Donc, j'ai donc voulu, en prenant pour base théorique la Méditerranée noire, faire une relecture des mouvements migratoires, mais d'une manière un peu ciblée. Il s'agit pour moi, universitaire, de continuer à mon niveau au mouvement décolonial de l'académie, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement mondial au niveau des universités qui parle de décoloniser les universités. Ce serait trop long à expliquer, mais enfin, l'idée vient de l'universitaire, de l'écrivain d'abord, romancier, kényan Ngugi wa Thiong'o, dans son volume « Décoloniser les esprits ». Donc, pour ce faire, je me penche sur des histoires transnationales qui remettent en question des discours paternalistes, voire racistes du XIXe siècle, mais aussi des discours actuels sur les Africains dans le contexte européen. Je voudrais quand même vous donner, avant cela, quelques points d'ancrage historique. En 1815, après l'abdication de Napoléon, les frontières de la Méditerranée devaient être redéfinies par la domination maritime britannique après le traité de Paris. La géographe Florence Després a soutenu que parce que la Méditerranée s'est construite autour de moments clés, on ne peut pas parler... Enfin, c'est construit autour de 3 moments clés, donc il est crucial de comprendre qu'il y a plusieurs Méditerranées plutôt qu'une seule entité. Elle note qu'il y a 3 moments clés qu'il faut vraiment comprendre. Le combat français et britannique lors de la campagne d'Égypte, 1798-1801. Les considérations militaires, la campagne a également suscité un intérêt pour l'égyptologie. Vous voyez de qui je vais parler, Champollion, à la cour. Le deuxième moment fut l'expédition de Morée, dans laquelle la France engage des troupes pendant la guerre d'indépendance grecque. Le troisième moment est la colonisation de l'Algérie, qui commence par des campagnes militaires dans les années 1830. Donc ces 3 mouvements, donc ces moments ont conduit à une redéfinition à chaque fois de la place de la France, pas seulement France coloniale. Donc la Méditerranée de Braudel n'est pas celle élargie, enfin c'est une Méditerranée bien spécifique, quoi. Et ce n'est pas celle, mais cette Méditerranée-là a été élargie depuis par l'Afrique subsaharienne, elle a été élargie par Frantz Fanon, par Achille Mbembe, Léonora Miano, David Diop. Elle a aussi été élargie par Kateb Yassine, donc aussi par l'Afrique du Nord. Une Méditerranée élargie sert aussi à contrecarrer ces discours politiciens, quelquefois xénophobes, en présentant des récits de vie, des histoires imaginaires, mais aussi bien réelles, qui nous renvoient au vivre ensemble et qui nous rappellent qu'au quotidien, on est bien plus qu'un électeur d'extrême droite ou qu'un migrant. On est humain et forcé de partager cette planète, ayant entre nos mains un défi commun, qui est en réalité bien plus important et qui est le sort de notre planète et la menace climatique. Alors, comment procéder pour arriver à ces récits, parcours individuels, sans les rendre anecdotiques ? On peut commencer par repenser nos disciplines. Par exemple, je prône une approche d'une histoire et d'une mémoire plurielle, basée sur une approche de l'archive, je l'ai déjà mentionné, l'archive inclusive, une méthodologie renouvelée et dynamique. Je vous explique ça parce que pour sortir du cadre, comment on fait en fait, puisqu'on renvoie toujours à ce passé colonial. Donc, on va essayer de repenser la manière dont on aborde certaines questions, et notamment l'histoire de l'immigration. Donc, on va l'aborder d'une manière plus transnationale peut-être. Et l'histoire transnationale concerne des histoires, pas l'histoire, mais des histoires, des interactions entre entités sociales, culturelles, juridiques et politiques. Donc, il s'agit, par exemple, d'examiner le rôle de l'État en tant qu'entité utile pour comprendre plusieurs mondes. Le terme État-nation, en revanche, souvent associé à l'histoire transnationale, peut poser problème parce qu'on a toujours cette tension entre ce que l'État veut, ce que la nation fait. Je vous donne un exemple. Bon, il n'est pas là, mais bon. Quelqu'un a voulu retirer le terme race, par exemple, de la Constitution.
alors que la question de la race, au sens social, était débattue par la société. Donc il y a cette tension entre ce que veut faire le politique et les questions qui sont débattues, pas au quotidien, mais qui sont quand même là. Donc il y a toujours, il faut faire attention quand on dit transnational, les récupérations politiques et les intérêts culturels ne vont pas toujours ensemble. Donc c'est une histoire difficile à analyser. Le terme qui nous permet aussi d'examiner certains concepts, j'entends souvent en France, voilà, notre politique d'assimilation, j'entends souvent, oui, mais la politique d'assimilation est quand même bien mieux que le multiculturalisme britannique, que les Français définissent à tort comme communautarisme. Je pense que quand on fait l'histoire transnationale, on va comprendre les spécificités, presque les sensibilités culturelles, parce que si vous dites communautarisme en France, on comprend tout de suite ce que vous voulez dire, mais si vous dites community en Grande-Bretagne, ça a vraiment une valeur bien plus positive, parce que c'est communauté au sens de communauté humaine, communauté diverse, communauté religieuse, ethnique. Donc voilà, l'histoire transnationale nous permet de comprendre ça. Mais il y a quand même quelques problèmes. Que se passe-t-il lorsque les lignes territoriales deviennent les traits dominants d'une identité culturelle? Par exemple, en Grande-Bretagne, le discours sur le Brexit. Que se passe-t-il lorsque l'identité nationale rejette apparemment l'identité culturelle? Du multiculturalisme de Blair, on a substitué la diversité culturelle. Ce sont des termes qui ont l'air similaires, mais de Blair, travailliste, à Cameron, conservateur, Blair qui dit multiculturalisme, Cameron qui dit cultural diversity, diversité culturelle. Ce sont des subtilités qui sont en fait assez politiques et idéologiques qu'il faut saisir. Donc, et elles sont importantes, pourquoi? Parce qu'en fait, elles vont expliquer pourquoi on arrive au Brexit. Alors, la Méditerranée noire, aujourd'hui, assimilée à ce qu'on appelle la crise migratoire européenne. Elle évoque, cette crise migratoire, évoque des images de personnes d'ascendance africaine traversant la mer Méditerranée à bord de navires bondés et dans de nombreux cas se noyant ou étant secourus dans le sud de l'Europe. Nous acceptons la définition visuelle telle qu'elle nous est donnée par les médias. On nous donne rarement un aperçu des lieux de départ et du nombre de voyages que ces personnes ont traversés avant d'arriver à la traversée de la Méditerranée. On nous donne rarement les raisons pour lesquelles ces récits sont centrés autour du dernier plan, finalement, du voyage. L'hypothèse est que le point de départ d'une mémoire visuelle est la Méditerranée. Les masses de corps dans les navires viennent, semble-t-il, quelque part, mais nous ne disposons absolument pas, ou rarement en tout cas, d'espace pour interroger ces raisons. Et finalement, on ne le fait pas. Lorsque ces raisons sont fournies, les lecteurs, les téléspectateurs ne sont généralement pas invités à sympathiser avec le sort des réfugiés du Soudan ou des migrants économiques du Nigeria et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. L'accent est mis sur les frontières du sud de l'Europe. La Méditerranée, en tant que frontière symbolique, est devenue étroitement liée à la frontière géographique juridique. Pour vous expliquer, la Turquie et la Syrie sont toutes les deux situées quand même au nord de la Méditerranée, et pourtant, elles ne sont pas considérées comme faisant partie de l'Europe ou de l'Union européenne. La Méditerranée est en effet un point de départ politique, religieux, idéologique, où se sont cristallisées la crainte des soi-disant étrangers. Je me suis amusée à tirer un trait entre le sud de la Méditerranée vers la Turquie, etc. A priori, c'est à peu près sur les mêmes zones, quoi. Alors, des voix fortes, quelques voix fortes. La Méditerranée noire est aujourd'hui assimilée donc à cette crise, et pourtant on a des voix fortes qui changent, qui troublent le discours et dont on parle peu. Ces récits inquiétants de la porosité des frontières a commencé dans les années 1960, en tout cas en Grande-Bretagne, et a culminé
avec l'image récente utilisée dans l'affiche que je vous ai montrée, hein, avec cette vague de... D'ailleurs, il faudrait que je vous remontre, peut-être. J'ai peur de trop toucher à la technologie, ça finit toujours mal avec moi. Mais voilà, cette image-là, qui a été appelée par le politicien d'extrême droite Breaking Point. Je ne sais pas comment traduire. Comment? Ben voilà. Mais c'est ça le problème quand on perd son français. Point de rupture, donc. Les migrants représentés sur cette image sont originaires de Syrie, mais le passage à travers la Méditerranée, via la Libye, les a rendus racisés, rendus aussi dangereux que les Africains noirs dans l'esprit des xénophobes. L'idée d'une invasion de la Grande-Bretagne, qui était au cœur du discours anti-immigration, est renforcée par le récit d'un prétendu manque de contrôle strict aux frontières. Oui, je vous ai montré cette image pour vous montrer que je n'ai pas le temps de vous faire toute une histoire, mais cette photo date de 1974 et je l'ai trouvée parce que je travaillais avec la V&A, un musée, et je l'ai trouvée extraordinaire parce que c'est une photo, elle est britannique, cette jeune femme, et en fait, dans les années 70, les Black Panthers commencent à ouvrir des centres en Grande-Bretagne pour que même des gens qui ont été éduqués puissent avoir des outils, presque pas émotionnels, mais des outils pour pouvoir aller chercher du travail. En d'autres termes, il y a toute une génération de jeunes femmes qui ont été à l'école, certaines à l'université, mais qui ne savent pas comment se présenter lors d'entretiens, etc. Donc les Black Panthers, les Britanniques Black Panthers vont en fait les entraîner, quoi, les train, les former, merci, vont les former à ça. Et donc un jour, un matin, il y en a une qui se réveille, enfin qui arrive là et qui voit Keep Britain White, garder la Grande-Bretagne blanche. Ce qui est intéressant, c'est que on sait qui a fait ça, et ce sont les communautés, enfin, parmi ces personnes qui ont fait ça, c'était des jeunes hommes des communautés les plus modestes, blanches, qui trouvaient que ce n'était pas normal que déjà ces jeunes femmes aient eu accès à l'éducation et qu'en plus de ça, elles se permettent d'aspirer à avoir un travail qu'eux ne pouvaient pas avoir accès. Donc, il y a vraiment, ce n'est pas juste, il y a la race, mais il y a aussi une histoire de classe qui sous-tend toutes ces questions. Donc, je voulais vous montrer ça. Je vous ai parlé de langage incendiaire qui commence, enfin, qu'on voit autour du Brexit, mais les besoins, mais déjà, ça avait commencé dans les années 60. Les besoins, par exemple, en matière de logement dus à l'arrivée de demandeurs d'asile dans les années 60, 70, 80, amènent certaines municipalités à se plaindre. Et j'ai passé du temps à regarder les journaux de ces époques. On a par exemple l'article du HONC qui dénonce le fait que les contribuables payaient une facture élevée à cause des demandeurs d'asile, et ça c'était en 1987. Une citation du conseil municipal était particulièrement importante, qui montre qu'il y a une concurrence entre les nouveaux arrivants et les contribuables britanniques. L'article ne fournit aucune information sur le nombre de demandeurs d'asile qui, soi-disant, seraient à l'origine des dépenses de la ville. Aucune information n'est donnée sur le ratio entre ces personnes par rapport au nombre de contribuables bénéficiant de services sociaux, mais les journaux reprennent ça. En fait, ce sont les journaux, ce n'est pas la ville, en fait. Ce sont les journaux qui commencent cette polémique. On apprend par exemple que certains disent que la quantité de travail que l'on doit produire pour ces demandeurs d'asile n'est plus possible. Ils sont déjà à ce breaking point. Le travail a un impact négatif sur d'autres. Ce travail qu'on consacre à ces personnes a un impact négatif, notamment les populations dites blanches n'arrivent pas à profiter de ces aides sociales. Ces déclarations, cette diabolisation des demandeurs d'asile, en fait, en réalité, elle est fausse, mais attire l'attention de certains membres du public. Et même à l'époque, certains membres du public se sont obligés de réagir. Donc, les gens du public disent au quotidien, non, en fait, vous racontez n'importe quoi.
On a d'un côté des journalistes parlant d'un impact négatif, de l'autre le grand public qui finalement s'inquiète des débordements journalistiques, surtout lorsque un demandeur, enfin quelques demandeurs d'asile cette année-là se suicident. Certains journaux vont tout de même jusqu'à donner la place à certains lecteurs. Hein. Quelquefois, on a des droits de réponse. Et dans ces droits de réponse, on voit le public, et pour moi, c'est quand même assez extraordinaire, on voit le public qui est en train de challenger, en fait, les politiciens. Donc, on a, par exemple, et ça, c'est un nom important, en 2003, quelqu'un qui s'appelle Liam Fox, qui est là en train de fomenter, en train de dire que ces immigrés, ils font ceci. Il va jusqu'à dire qu'ils amènent des maladies et qu'il faudrait les mettre en quarantaine. Enfin, les discours, ça c'est la droite, hein, ce n'est pas l'extrême droite. Qu'il faudrait faire ceci et cela. Et les lecteurs ont un droit de réponse et lui disent que c'est complètement faux. Pourquoi je vous parle de Liam Fox? Liam Fox, vous connaissez probablement pas son nom. Nous, là-bas, de l'autre côté, on sait très bien qui est Michel Barnier, mais vous avez vu pas mal de ministres Brexit, donc je suis sûre que vous vous en souvenez pas, mais c'est quelqu'un qui était vraiment anti-Europe, et du coup, comme il était anti-Europe, on l'a nommé comme ministre au Brexit face à Michel Barnier. Et on a cette image assez extraordinaire où Barnier... C'est même pas rigolo. Alors, Barnier a un dossier comme ça. On prend une photo. Et lui, il arrive avec une petite feuille. Et en fait, il n'a pas fait long feu parce qu'il n'était même pas au courant de ce dont il fallait parler ce jour-là. Donc, mais il sait, il est contre l'Europe, hein, mais il ne savait pas de quoi. Donc, bon, on l'a un petit peu mis de côté. Mais je vous parle de lui parce que déjà dans les années 1980, il était déjà là, une personnalité importante. Il y en a un certain nombre de personnes comme ça. Je vais très vite parce que les discours sont toujours les mêmes. Trop nombreux, on a du mal à protéger nos ports. Et la discussion prend une tournure assez intéressante parce qu'à mesure que ces journaux commencent à changer en fait le discours du public, hein, le public commence à adhérer à cette idée d'invasion, cette idée d'insécurité, etc. Et on commence à voir certains médecins, et notamment en 2002-2003, certains médecins qui commencent à refuser de soigner les demandeurs d'asile ou les réfugiés. Demandeurs d'asile, ça veut dire que le dossier est en cours. Réfugiés, ça veut dire qu'ils ont le statut déjà. Mais on refuse de les soigner. Et ça, c'est illégal parce que en Grande-Bretagne, le National Health Service, c'est-à-dire la santé, est gratuite. Donc, normalement, les médecins, on ne demande pas aux gens de payer à chaque fois qu'on va chez le médecin, en fait, puisque c'est le National Health Service qui paye les médecins. Donc, ils devraient soigner ces gens-là, mais ils refusent. Donc, on a plein de cas comme ça. On arrive à un discours public qui commence à se modifier, qui commence à changer. Et j'ai retrouvé, par exemple, une femme qui dit... une femme qui jusqu'à présent expliquait que vraiment c'est terrible comment ces personnes sont traitées en Grande-Bretagne. Au bout de quelques années, la même femme nous dit ce n'est que quand les membres de groupes ethniques minoritaires et leurs enfants nés dans ce pays abandonneront leur club afro-caribéen, musulman, polonais, etc., et rejoindront l'un des nombreux clubs ouvriers ici à Swindon que nous pourrons commencer à parler d'intégration. Donc, ce discours marche, ce discours journalistique, mais aussi cette violence journalistique marche. De l'autre côté, non, j'ai été trop rapide. On a le conseiller aux réfugiés qui essaye tant que peu d'aider, mais en fait, la loi est en train de changer à mesure que le discours public change. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les demandeurs d'asile avaient droit à une petite somme qu'ils pouvaient utiliser pour s'acheter à manger, ou s'acheter des vêtements.
Ça n'est plus le cas dans les années 2000-2003 et on voit que de plus en plus d'églises et même des volontaires sont obligés de nourrir et de vêtir ces populations. Donc ça inquiète énormément le président du British Refugee Council et ça inquiète aussi les Nations Unies. Donc une espèce de perte de droit qui normalement, qui est inscrite normalement dans la façon dont on traite les demandeurs d'asile. La Grande-Bretagne avait signé, elle se devait de faire ça, mais elle s'octroie le droit de ne pas le faire, et puis finalement, personne ne peut les forcer à le faire, quoi. La situation est telle qu'on s'inquiète même de la prise de position du gouvernement de Tony Blair, et on a par exemple un lecteur anonyme qui dit qu'il serait préférable que Blair s'attaque aux abus qui forcent les gens à fuir. C'est-à-dire que ce n'est plus que les conservateurs, mais aussi les travaillistes qui commencent à avoir ces discours assez d'endurcissement. On retrouve quelques noms que bien sûr vous ne... Enfin, je dis bien sûr que vous ne connaissez peut-être pas. On a Ian Duncan Smith dans les années 2000. Ian Duncan Smith est quelqu'un qui... Je crois qu'il a peut-être été un ministre Brexit aussi, mais bon, qui s'est distingué d'une manière assez particulière, c'est-à-dire qu'il va dire qu'on va avoir il fait payer au gouvernement un navire qui va, soi-disant, déporter des gens. Et puis on se rend compte, au bout de quelques mois, qu'en fait, il y a des sommes qui ont bien disparu, mais en fait, le navire n'a jamais existé. Enfin, il y a des histoires assez étonnantes autour du Brexit, qui sont des histoires de corruption, des histoires d'oubli. Enfin, je ne veux pas dire corruption, parce que je ne veux pas avoir quelques problèmes, mais des histoires d'oubli, d'argent public, etc., autour du Brexit. Alors, les politiciens sont divisés sur la question de l'ouverture aux frontières, en fait, divisés, c'est-à-dire sur la manière d'ouvrir ou de fermer, mais en fait, le but est le même. L'île est en danger, il faut protéger l'île. Donc, en 2004, l'Agence européenne, de l'autre côté, il n'y a pas que les Britanniques, l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des membres de l'Union européenne a été créée. Son objectif était d'enregistrer et de contrôler les flux migratoires vers l'Union européenne. Un an plus tard, une restructuration a conduit à la création de l'Agence européenne de garde-frontières, de garde-côtes, connue sous le nom de Frontex. Alors, Frontex a été accusé de participer, d'être à la base de l'idée de forteresse de l'Europe, citadelle de l'Europe. Frontex utilise une technologie extrêmement avancée. J'ai passé un peu de temps à regarder les cartes, je vous ai mis le lien, à regarder les cartes interactives de Frontex. À l'époque, on pouvait voir comment les vagues de gens, de bateaux qui traversent presque live. C'est une technologie extraordinaire, d'ailleurs, qui a été fournie par Israël. Et ce qui est intéressant, c'est que quelques années plus tard, on a enlevé le live, parce que je me souviens très bien, j'aurais dû le filmer, mais on a enlevé le live. Et maintenant, on nous donne des chiffres tous les 3 mois à peu près sur Frontex. Mais ce qui est intéressant, c'est que si Frontex est censé arrêter les bateaux en mer, etc., Frontex a aussi un but humanitaire, arrêter le trafic humain et des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les frontières ne sont plus nécessairement à la Méditerranée, mais en fait, les frontières européennes sont, depuis quelques années déjà, situées aux aéroports des pays dits du Sud. Et là, je vais partager une expérience personnelle. Ce n'est pas juste une anecdote, ce n'est pas juste moi. Je vais au Cameroun et on a compté avec un groupe de chercheurs africains. Je suis contrôlée 11 fois à l'aéroport. 11 fois. Donc les frontières commencent là-bas. Et ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas seulement les frontières du sud du Sahara, c'est aussi les frontières au nord de l'Europe. Par exemple, en 2018, l'Union européenne accorde 55 millions d'euros à la région du Maghreb, et plus particulièrement au Maroc, à la Tunisie et à la Libye, des pays considérés comme des acteurs clés de la fenêtre nord-africaine.
Ces fonds ne s'attaquent pas aux causes profondes de l'immigration, mais visent plutôt à doter ces pays d'infrastructures et de capacités pour retenir les migrants qui traversent leur territoire en route vers l'Europe. Il n'y a pas de contrôle, on ne leur demande pas, je ne sais pas, de s'aligner sur les droits des migrants, etc. Il faut juste arrêter l'immigration. En 2019, le président Emmanuel Macron identifie 3 cercles d'influence qui fixent les priorités de l'Union européenne. Ces cercles fondés sur des considérations économiques, mais Macron dit que le premier cercle est la relation avec la Russie et d'autres superpuissances. Et parmi ces superpuissances, Israël. La capacité israélienne repose sur une technologie qui séduit Frontex. Le deuxième cercle comprend des pays géographiquement en Europe, mais qui ne font pas partie du marché, mais qui ont une relation serrée avec l'Union européenne. Le troisième cercle comprend des pays au sein de l'Union européenne. Donc, à première vue, il semblerait que la relation est principalement basée sur des considérations économiques, mais on a aussi des pays comme la Turquie, par exemple, qui collaborent pleinement avec Frontex depuis quelques années. Et le travail de Frontex, ça s'articule, c'est un travail, c'est polisser les mers, mais c'est aussi rassurer un certain nombre de pays dans l'Union européenne et à l'extérieur. Donc, mais on a, de l'autre côté, des situations tragiques, et je me suis attelée à essayer de voir un peu, d'avoir un contre-discours, de voir qu'est-ce qui est en face. Est-ce qu'on a ce discours très grand bloc politique, militaire, etc. Est-ce qu'il y a des expériences humaines qui nous disent une autre histoire finalement? Et j'ai regardé, et je les ai appelés des récits de résilience et d'intégration. Et donc il faut prendre en compte la violence du grand public d'un côté, les expériences vécues par ceux qui ont migré de l'autre, et j'ai voulu donner la priorité à ces voix. Et pour ce faire, donc, pendant quelques années, j'ai passé du temps avec des demandeurs d'asile, des réfugiés, mais aussi passé du temps à leur poser des questions quand ils voulaient bien. Et là, la position épistémologique du chercheur est assez particulière. C'est pas parce que je suis née en Afrique que automatiquement je dois m'octroyer le droit d'aller leur poser des questions sur leur vie. Et je pense qu'il est important de se poser ces questions quand on travaille avec ces populations, parce que finalement, je suis du Nord, je suis universitaire, et donc ma recherche va utiliser leur savoir, leur vie, etc., pour vous montrer leurs expériences. Enfin, il y a quand même, j'ai eu du mal un petit peu à accepter ma position un peu bancale, mais bon, finalement, je pense que ça a été. Et donc, j'ai passé du temps avec ces personnes et en particulier, j'ai interrogé les populations qui ont traversé la Méditerranée, qui ont fait tout ce parcours d'une manière, quelquefois passant par l'Italie, quelquefois passant par l'Espagne, par la France, arrivant à la frontière en France, traversant la mer, arrivant jusqu'en Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne a fermé les portes, c'est-à-dire qu'il faut, pour demander l'asile, etc., il faut demander dans le pays le premier pays, que ce soit la France ou autre, on ne peut plus demander une fois qu'on est arrivé en Grande-Bretagne. Mais à l'époque, on pouvait. Et donc, j'ai passé du temps à parler avec ces personnes de leur parcours, quoi. Et ces personnes viennent, et comment elles se sont retrouvées finalement au pays de Galles. Les personnes interrogées venaient du Zimbabwe, de la République démocratique du Congo, de la République centrafricaine, du Cameroun, du Nigeria et du Soudan. Des interviews étaient des tête-à-tête, mais quelquefois avec des questions ouvertes. Pouvez-vous me parler de votre vie avant d'arriver au Pays de Galles et de votre vie maintenant? Ces rencontres étaient réalisées lors des rencontres avec des femmes dans des cadres mère-enfant, des groupes d'activités, etc. J'ai même joué au football pour essayer de comprendre pourquoi. Il y a des communications qui ne sont pas verbales, c'est-à-dire qu'après avoir fait du sport avec certaines personnes sont à même de s'ouvrir à vous, etc. Et la moyenne d'âge, les gens interrogés avaient entre 20 et 63 ans. Et
elles m'ont en fait, enfin, les récits de vie sont tellement divers, donc je vous en donne quelques-uns. Par exemple, j'ai discuté avec un jeune homme qui avait environ 20 ans, qui avait refusé au départ de donner son pays d'origine, mais au cours des conversations sur plusieurs mois, enfin presque un an, la confiance s'est établie. Il a expliqué qu'il était né au Nigeria, qu'il avait grandi au Nigeria, mais qu'il trouvait vraiment difficile de vivre dans une communauté rurale où déclarer son homosexualité pouvait le conduire à être tué. Donc, après une expérience particulièrement traumatisante, il a quitté son pays d'origine alors qu'il était mineur. Donc, il y a des choses que j'ai enlevées des entretiens parce que c'est assez traumatique, elles ne veulent pas partager, ou quand elles partagent, elles ne veulent pas que je le partage plus grandement, donc j'ai respecté ça. En tout cas, il est arrivé au Maroc, donc il a quitté, il avait 16 ans, il est arrivé au Maroc, il a pu traverser la Méditerranée à bord d'un bateau avec d'autres jeunes. Les détails de son périple restent encore des sujets difficiles, hein. Il a souhaité se concentrer sur la vie qu'il a eue quand il est arrivé dans un centre en Grande-Bretagne, les fameux centres de détention en Grande-Bretagne, ou en Angleterre en tout cas, où il a passé des moments difficiles. C'était un jeune homme très fragilisé. Donc l'entretien s'est fait discuter avec des professionnels de la santé parce qu'il était extrêmement fragilisé, mais il voulait participer à ces entretiens et me parler de sa vie. Plusieurs tentatives de suicide, plusieurs expériences d'agression sexuelle au sein de ces centres, parce que l'une des choses que la Grande-Bretagne a fait, c'est de sous-traiter, voilà, le management de ces centres. Donc c'est quand même c'est un objet de controverse là-bas. La solitude, le désespoir absolu ont conduit en fait au désespoir. C'est-à-dire qu'ils trouvaient que c'était extrêmement difficile de traverser toute l'Afrique pour arriver. Mais l'une des choses qui revient constamment est le fait qu'une fois arrivés, ils sont tous convaincus que la vie sera meilleure. Et le décalage entre ce qu'ils pensaient souvent provoque une crise, une anxiété qui conduit donc à une détérioration de la santé mentale. Il n'était pas le seul qui me racontait cette expérience. J'ai parlé à des femmes aussi d'origine, notamment soudanaises, qui avaient beaucoup de mal à discuter lorsque le mari était là. Donc, il a fallu qu'elles s'arrangent, qu'elles demandent l'autorisation. Enfin, ça a pris quelques années. Et pour certaines, c'était une expérience difficile. Le poids des traditions, par exemple, le fait qu'elles voulaient travailler. Une fois qu'elles arrivaient en Grande-Bretagne, ce n'était pas toujours possible. Comment gérer les enfants, la famille, etc. Donc, c'est des chocs culturels en même temps que des histoires de femmes, finalement. La place des femmes dans la société soudanaise là-bas et le fait que le mari, quelquefois, a dû se réadapter, repenser la position qu'ils avaient pour leurs épouses. Mais toujours, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que ce sont des histoires qui se terminent par pas forcément un happy ending, mais par des choses positives. C'est-à-dire que j'ai pu assister sur plusieurs années une intégration, on va dire, une intégration réussie. Ça ne veut pas dire que tout va bien, mais ça veut dire que ces personnes ont trouvé une place dans la société galloise. La difficulté est le fait que le Pays de Galles est une région dévolue. C'est-à-dire que le Pays de Galles peut décider de son contenu éducation, de ses livres scolaires, mais pour ce qui concerne l'accueil des migrants, pas tout à fait, parce qu'ils relèvent de la sécurité nationale. Donc, c'est Westminster qui décide. Et pourtant, le Pays de Galles a décidé unilatéralement d'être terre sanctuaire. Donc, normalement, Londres ne devrait pas intervenir sur ce que fait le Pays de Galles, sauf qu'il le fait. Et ça a pris une tournure assez tragique. Donc, en fait, pour contourner ça, on passe par des organismes, des ONG qui vont faire un travail, des ONG liées à l'ONU quelquefois, qui vont essayer de faire un travail de soutien aux migrants, même lorsqu'on leur a refusé le statut de réfugié, etc. Donc, c'est on ne peut pas contourner la loi, mais d'utiliser d'autres moyens. Et j'ai voulu vraiment mettre en avant ces organismes qui font un travail extraordinaire, mais je voulais aussi noter le fait que ça ne marche pas toujours.
de pouvoir contourner la loi. Et par exemple, depuis le Brexit, il y a eu un durcissement assez énorme qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on va créer de nouveaux postes, on va avoir des officiers détachés partout dans le pays à la recherche de migrants et essayer de les ramener dans ces centres. Il n'y a pas de centre au Pays de Galles, mais on va essayer de les ramener dans les centres en Angleterre, etc. Ce qui est une intrusion sur le sol gallois, normalement, mais bon, les pouvoirs politiques sont limités. D'autant plus que tout ce qui concerne la police est payé par le gouvernement, par l'Angleterre, quoi. Et je voulais vous parler très brièvement, parce que les décisions de Londres ont eu un impact sur les histoires locales. Je veux juste mentionner ce jeune homme tombé d'un toit alors qu'il était poursuivi par les officiers chargés d'arrêter les migrants. Un resserrement de la loi force maintenant les officiers à les poursuivre jusqu'à la terre sanctuaire. C'est un jeune homme qui a traversé les pires épreuves que je connaissais, plein de vie, de bonté, serviable, jouant au football. Mustapha, soudanais, 23 ans, décédé il y a exactement 3 ans dans ma ville, à Newport. Je voudrais conclure en vous donnant un petit aperçu de ces histoires de résilience. J'ai voulu vous parler de la Syrie, j'ai voulu vous donner ce cadre beaucoup plus large de cette politique migratoire, de cette idée de forteresse de l'Europe. Elle ne naît pas comme ça d'un coup, elle ne devient pas l'objet de débats politiques. C'est qu'il y a des contextes bien particuliers, géopolitiques, qui amènent ces gens à venir en Europe. Et bien souvent, comme je l'ai mentionné, on ne nous donne pas ces contextes géopolitiques qui expliquent énormément. Ces histoires, en général, pour essayer de contrecarrer, c'est pour ça que j'ai fait ces études et rencontré toutes ces personnes, pour avoir un autre discours. C'est le discours du quotidien, c'est le discours du voisin qu'on rencontre dans la rue ou dont leurs enfants partagent l'école avec les vôtres, etc. C'est un autre discours qui est notre réalité, en fait. Et ces histoires plutôt humaines m'intéressaient tout autant que les décisions politiques. Je voulais aussi souligner que j'apporte un regard tout aussi critique sur l'Afrique contemporaine. Parce qu'on peut avoir l'impression, depuis que je fais ces présentations, que je dis oui, l'Europe a fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. J'ai un regard extrêmement critique sur l'Afrique contemporaine et sa réponse à cette crise migratoire, non pas migratoire, d'ailleurs le terme est très peu utilisé par beaucoup, c'est une crise humanitaire. Mais bon, ça pourrait faire l'objet de toute une autre présentation. Je voudrais quand même finir sur un point important. L'Afrique aujourd'hui est faite, depuis un moment, de 55 pays, et la vaste majorité des gens continuent de vivre sur le continent. Donc cette peur de l'autre, la vaste majorité des gens restent en Afrique. L'Afrique aujourd'hui a des échanges culturels, politiques, économiques forts avec l'Inde, avec la Chine, la Corée, Singapour, Hong Kong, la Thaïlande, le Brésil, le Canada. J'ai enlevé les États-Unis. L'Europe n'est plus, depuis un petit moment, le seul point de référence. Les rapports entre Afrique et Russie, Afrique et Chine, ne sont pas nouveaux, mais la nature a changé, pris un tournant intéressant ces dernières années. Donc il nous faut garder un œil sur tout cela, car les rapports économiques, géopolitiques et culturels entre ces blocs vont continuer et cela va avoir un impact sur la relation entre Afrique et Europe. Je vous remercie.